L'Olympique lyonnais recevait ce soir Toulouse à la maison à domicile pour un match de Ligue 1 et match nul un partout, un match qui devait être logiquement celui du rachat après l'élimination piteuse, lamentable, vous trouverez le mot que vous voulez les amis, contre Bourgoin, un match qui avait souligné largement les attitudes, comportements lamentables de nos joueurs. Et ce soir, eh bien, un match nul, donc nouvelle déception, contre-performance qui ne permet pas à l'OL de retrouver le plus vite possible le top 4 en Ligue 1, même pire que ça, on n'arrive pas du tout à avancer, on stagne, et on s'éloigne progressivement de nos objectifs. Et heureusement qu'en face, nos quelques concurrents directs, eux aussi patinent, coucou Monaco par exemple, mais c'est franchement pas Jojo, quoi. Le contenu que l'on voit est de plus en plus... Alors peut-être pas insipide, c'est un grand mot, mais tous les beaux principes de jeu qu'on avait vus ensemble depuis des mois sous Pierre Sage commencent progressivement à disparaître. Certains ont disparu, c'est le cas du pressing contre pressing. Voilà, on le voit plus du tout, quasiment plus. Tout au moins, il perd en qualité. Et je dirais même que les principes de jeu portés sur le mouvement, les déplacements, eux aussi font leur disparition. Voilà, c'est des choses qui m'interpellent toujours. Comment on passe d'une équipe qui était plutôt sympatoche à voir jouer courant début décembre à une équipe qui est amorphe, qui est chiante à en crever. Début janvier, c'est vraiment un truc qui m'interpelle. Je pense qu'en interne au club, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, que je ne connais pas, vous non plus j'imagine, sauf être plus informé. On ne maîtrise pas tout, et j'imagine qu'il y a des points qui se jouent actuellement qu'on n'arrive pas à bien comprendre. En tout cas, moi, je n'arrive pas à tout cerner. Mais bon, tout ça, on va en parler juste après. Je ne vous cache pas que j'ai, encore une fois, après le match contre Bourgoin, j'ai un petit peu l'esprit chahuté, parce que voilà, c'est des matchs que je n'aime pas vivre. Clairement, quand l'OL patine comme ça, alors qu'on veut être ambitieux, qu'il y a en plus le coup près des NCG au-dessus de nos têtes qui nous impose de gagner les matchs, bah forcément, je le vis mal, vous c'est pareil, j'imagine. Et bon, voilà, c'est un petit peu une thérapie. Je prends la caméra, je prends le micro, j'en parle devant vous, c'est un moyen d'un petit peu ressortir mes émotions. Mais bon, voilà, j'avoue que je suis vraiment triste. Après, encore une fois, un match médiocre de l'OL de Pierre Sage. Il y a beaucoup de points évoqués ensemble, évidemment. On verra ça après en 3 points. Comme d'habitude, c'est un petit peu le menu habituel de la vidéo débrief. Avant de commencer, n'oubliez pas, pensez bien sûr au pouce si vous aimez le contenu. Pensez à activer la cloche, abonnez-vous, commentez. Dites-moi en message votre point de vue sur le match, votre ressenti, vos tops, vos flops. Bref, dites-moi tout en vidéo, je vous lirai avec attention. Merci les amis. Même si j'imagine que pour vous, le cœur n'y est pas, tout comme moi, rassurez-vous, on est ensemble dans la même galère. Et Dieu sait que les galères à l'OL depuis quelques temps, elles sont fréquentes et elles se répètent. C'est un peu comme une sorte de faille spatio-temporelle, une boucle infinie qui se répète tout le temps. Et j'ai le sentiment qu'on est en train de revivre des passages pas sympas du tout de l'an passé. C'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant. Honnêtement, c'est chiant, c'est relou, parce qu'on s'était tous dit, c'est bon, c'est fini, le passé, c'est le passé. Place à l'avenir, on a un coach qu'on aime bien, des principes de jeu qu'on aime bien aussi, on retrouve une forme de hiérarchie en interne sur le plan sportif, un organigramme qui est clair, des gens placés au bon poste. Et bien malgré ça, ça patine encore et encore, et on retrouve cet OL qui faisait flipper l'an passé. Malheureusement, c'est bien dommage, et dans l'affaire, on est les premiers, évidemment, qui sont les plus tristes. Ça me paraît juste une évidence. Bon, thème numéro 1, parce qu'il faut commencer quand même le débrief, on parle du match, et on fait un petit retour sur le contenu, l'histoire du match. Alors ça va être très simple. On a revu cet OL que je n'aime pas voir, voilà, cet OL que j'évoque quasiment tous les week-ends, tous les matchs en débrief. Cet OL qui a des lacunes. Maintenant on les connaît, il n'y a pas de surprise. Voilà, il n'y a plus de surprise. Cet OL qui, défensivement, est naïf, commet beaucoup d'erreurs, beaucoup de lacunes défensives, symbolisé par un quatuor défensif. Alors même si là, il y a des cas à distinguer aujourd'hui, mais il y a des joueurs qui nous plombent littéralement, parce qu'ils sont flippants, balle au pied, pas rassurants. Des joueurs que vous connaissez comme moi, les noms, on les connaît, hein. Maitland-Niles, il était remplaçant, mais c'est souvent le cas pour lui, il est nonchalant. Niakate qui fait un match, encore une fois, très moyen, parce que, oui, il se reprend en seconde mi-temps, c'est vrai, mais quand tu prends l'ensemble de son match, il y a tellement de moments où, en fait, tu te dis, mais il est flippant, quoi, il est vraiment flippant, il fait peur, quoi. Il y a des séquences de jeu où tu te dis, mais à tout moment... Il peut te marquer un CSC, faire une boulette à la relance, faire une couille. T'es pas à l'abri de ça, quoi. C'est flippant. Et je l'ai évoqué l'autre fois en vidéo, il y a un effet, je pense, contamination. Quand tu as 2 joueurs qui sont fébriles, tout le groupe le ressent. Voilà, c'est l'histoire du foot. Voilà, ceux qui ont joué au foot comme vous, comme moi, savent que dans une équipe, quand le gardien est fragile,
tout le monde est fragile. Quand le central est fragile, le reste de l'équipe n'a pas confiance en lui. Et quand devant le numéro 9 ne plante plus de but, eh bien on n'a plus confiance en lui non plus. C'est comme ça, le foot est mécaniquement relié à la confiance. Et là, il y a une crise de confiance qui est terrible. Elle est vraiment terrible, ça se voit, ça transpire à 10 000 km. Il y a plein de joueurs qui jouent à un niveau qui est en dessous de leur vrai niveau, j'imagine. Même si cette OL-là n'a pas une marge de manœuvre exceptionnelle en Ligue 1, je l'ai souvent dit en vidéo aussi, je pense qu'on a un petit peu surestimé l'OL, on est resté un peu tous, collectivement, surtout le grand public, sur l'image de l'OL, ce club ambitieux qui compte en France, en Europe, qui a eu des titres, de belles épopées en Europe aussi. C'est du passé. L'OL, grand club français, est déclassé, terminé. L'OL, grande équipe, c'est encore pire, il y a un bout de temps qu'on l'a pas vu chez nous. C'est tout, c'est comme ça, il faut se faire une raison. Je pense que l'OL que l'on voit aujourd'hui, c'est contre Toulouse, c'est l'OL, c'est le vrai OL, quoi. C'est l'OL qui a des qualités, parce qu'il n'y a pas que non plus du négatif, il ne faut pas non plus abuser, mais c'est un OL qui est rempli de lacunes, rempli de défauts, et des défauts qu'on connaît tous, en transition attaque-défense, des errements défensifs, des étourderies, de la nonchalance, physiquement aussi. Voilà, physiquement aussi, quand je vois que l'équipe n'arrive pas du tout à changer le rythme du match, n'arrive pas à emballer le match. C'est fou, mais c'est vrai. C'est fou, mais c'est vrai. C'est l'OL que l'on voit, et je pense que ce que l'on produit actuellement, dans le fond, c'est pas loin d'être le vrai OL. Alors revenons au match, parce que c'est quand même le cœur de la vidéo, le débrief du match. On commence encore une fois en mode attentiste, c'est lent, c'est très très lent. J'en ai fait un tweet, j'ai écrit « On a encore à faire une équipe de tractopelles ». Des tractopelles qui sont lents, qui dans les mouvements, dans les courses, l'initiative, dans la gestuelle, font tout à 2 à l'heure, on se fait chier. On se fait vraiment chier, je n'arrive pas à comprendre comment on est passé d'une équipe qui avait des moments de séquences collectives brillantes, quoi. Ça bougeait bien, c'était coordonné, les uns par rapport aux autres. Il y avait un apport de chacun dans l'intérêt du collectif. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vraiment, c'est dur à dire, mais il n'y a plus rien. Ça n'est plus coordonné, ça n'est plus réfléchi, plus pensé, ça n'est plus... En fait, c'est une partition qui est récitée bêtement. J'en parlerai après. Pour moi, c'est un vrai sujet. Et c'est, je pense, une des limites du coach Pierre Sage en termes de méthode d'apprentissage du jeu aux joueurs. Et aux environs de la 20e minute, boum, les premières alertes font leur apparition, clairement. Et je l'avais dit en vidéo, il n'y a pas de surprise. Hein. J'en ai fait une vidéo hier, je vous avais dit que pour moi, Toulouse avait deux traits caractéristiques assez forts. Le premier, c'est qu'en transition, quand ils sont en bloc plutôt bas, médian, ils peuvent faire très mal, piquer là où ça fait mal pour tout le monde. On l'a vécu, il y a eu, je crois, peut-être en tout 5-6 transitions rapides plutôt moyennement jouées par Toulouse. Ils auraient dû mieux faire, ils auraient pu mieux faire. Ils avaient littéralement sous la main le choix de nous tuer ou pas, et ils n'ont pas pu, pas voulu, je sais pas pu, je dirais, en termes techniques. Il leur a manqué la qualité de finition pour nous tuer. Ils avaient sous la main le bouton nucléaire, le bouton rouge, et ils ne l'ont jamais activé. Heureusement pour nous, c'est bien, on prend au moins 1 point. Mais quand tu prends l'ensemble du match, qui a les meilleures occasions ? Toulouse. Qui est le plus dangereux ? Toulouse. Il n'y a même pas de débat, en fait. C'est évident. En termes de stats, je suis allé voir ça à l'instant sur SofaScore. Je les reprends et je vous les mets à l'écran pour que vous puissiez aussi les voir, les amis. Concrètement, on est donc, pour nous, on est à 0 grande chance. Aucune grande chance de but. Toulouse, 2 grandes chances de but. Total des tirs, 11 tirs pour nous, 13 pour Toulouse. Arrêt du gardien, 4 pour nous, pour Lucas Perry, 3 pour Guillaume Rest. Et en termes d'expected goals, écoutez bien, on est, nous, à 0,77. Et eux, Toulousains, ils sont à 1,11. Donc, concrètement, l'impression visuelle que j'ai eue, et vous aussi, j'imagine, je n'invente rien du tout, elle est confirmée, validée par les stats, par la data, qui montre bien que l'OL aurait pu, dans un monde cruel et sévère, mais réaliste, aurait pu perdre le match. Et je pense même presque que ce point, il est pas loin d'être heureux au final. Un Toulouse plus inspiré, qui joue les coups à fond, qui joue mieux les coups, avec plus de justesse technique, Abou Klal qui n'est pas hors jeu, Gbo, quel geste juste, Joshua King, pareil. Ils ont eu plein d'occasions, plein de situations, mais sans les finir. Et c'est ce qui maintient en vie l'OL durant tout le match. Tout le match. Que voulez-vous, les gones ? Que voulez-vous de plus ? C'est un constat qui est sévère, je le sais très bien, mais c'est la vérité. Et ça devrait faire réfléchir tout le monde, parce que cet OL-là, je l'ai souvent dit aussi, n'a pas de marge de manœuvre. Contre personne. Contre personne. Que tu sois Toulouse, Lens, Lille, Paris,
que tu sois à Saint-Etienne ou Nantes, tous les matchs seront durs. Il n'y aura aucun match facile, aucun. Ça, il faut l'oublier. Comme souvent je le dis, l'OL, estampillé, grand club français, oublié, c'est terminé. Époque révolue, il n'y a aucun match facile pour nous. Tout ce qu'on fait, c'est lent, c'est convenu, c'est vu à 10 km. On a une équipe de charrettes, de tractopelles, de joueurs lents, extrêmement lents, vraiment très lents. Prenez les profils. Quand tu prends Saïd Benrahma, quand tu prends Ryan, qui est techniquement dans un monde au-dessus, mais en termes de mobilité, c'est quand même pas foufou, quoi. Quand tu prends Tolisso, Matic, Verretou, c'est lent, c'est très très lent, et derrière, c'est lent aussi. C'est tout, le foot de maintenant, il est sans pitié. Le foot d'aujourd'hui, en 2025, il est sans pitié. Quand t'as une équipe qui est, certes, techniquement plutôt sympa à voir, mais qui manque de verticalité, t'as peu de chances de réussir. Parce que le foot de maintenant exige course, mouvement, intensité, vitesse. C'est tout. On peut aimer ou pas aimer, moi je n'aime pas. C'est pas un foot que j'aime. Le foot de maintenant, c'est verticalité. Et ce soir, quand tu prends le 4-3-3, qui en plus me paraissait plutôt logique, parce que Pierre Sage fait des choix qui sont cohérents. Maitland-Nice qui est à l'ouest sur le banc, Koumbedi joue, pourquoi pas. Devant Fofana qui est moins bien, Saïd Benrahma joue, ça me paraissait aussi logique. Mais quand tu prends ce 11-là, ça manque tellement de punch, de dynamisme. C'est lent, c'est scolaire, c'est extrêmement scolaire. Il y a des séquences de jeu qui sont interminables. Ça dure peut-être 2-3 minutes, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Alors, et pourtant, attention, contre Bourgoin, je l'ai dit, pour moi, il y avait un red flag énorme, un drapeau rouge énorme en termes de comportement, attitude sans ballon. Ce soir, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. J'ai vu des joueurs plutôt concernés, qui faisaient les efforts. Alors, on peut discuter au cas particulier, Cherki, Benrahma, pourquoi pas. Mais j'ai vu des joueurs sérieux, impliqués, voilà, qui voulaient faire bien les choses et se rassurer. Mais, il y a un mais, en face, Toulouse a appuyé sur quasiment tous les boutons où ça fait mal. Transition, attaque, défense, ça fait mal, on appuie. Naïveté défensive, on appuie. Pressing en bloc haut pour faire chier nos relanceurs Nakate et Mata, on appuie fort sur le buzz, et ce qui fait que durant le match, il y a eu 2-3 relances de Nakate catastrophiques. Vraiment catastrophiques, et qui auraient pu coûter un but. Encore une fois. Mais c'est pas le seul. Ils savent tous maintenant, je veux dire, l'OL est connu. Tout le monde a clairement ciblé, identifié l'OL. Il n'y a plus de surprise. L'effet surprise, il est maintenant dissipé. Il a vécu peut-être 1 mois ou 2 en début de saison. Maintenant, tout le monde se connaît. Tout le monde sait ce que fait de bien ou de mal l'OL. Et quand tu sais que dans le cœur du jeu, tu as Verretou, Matic, c'est pas dur. C'est pas dur. On connaît la musique. Matic, je le mets là. D'accord ? C'est pour moi un top joueur. C'est la classe. Mais, et en plus, c'est plutôt un match dans l'ensemble du marasme OL. Il fait un match plutôt correct avec ballon, je trouve, Matic. Mais quand tu as Verretou, Matic, Tolisso, c'est pas dur de faire mal à l'OL, c'est pas difficile. Parce que dos au jeu, c'est plus compliqué. En termes de mobilité, c'est plus compliqué. Tu sais que quand l'OL se projette et veut jouer haut dans le camp de Toulouse, dès qu'on fera une erreur, perte de balle, comme souvent je le dis, en transition, en transmission plutôt, en passe, en frappe, en contrôle, en transversal, dès qu'on perdra le ballon, ça va être spoil, alerte, alarme, bim, 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 attention, danger. Systématiquement, tout le temps. Et là, pas manqué. Et je le dis, je le répète encore, mais ce soir, le point du nul, c'est pour moi la morale de l'histoire. Le point du nul, on ne le doit qu'à une chose, c'est la maladresse terrible de Toulouse. Si tu mets devant, côté toulousain, 1 ou 2 joueurs plus forts, j'en suis sûr, les gars, et vous me le direz en commentaire aussi, on repart avec 0 points. Et tout le monde dirait, dans le fond, est-ce que c'est un vol ? Non, c'est mérité. Et encore une fois, il y a vraiment 0 surprise. Hein. Je l'avais dit en vidéo hier, dans mon petit contenu actuel, j'ai fait un point sur Toulouse, le match qui était donc ce soir. Et j'avais dit que des matchs que j'ai vus de Toulouse, que j'ai revus à froid contre Lens et Strasbourg, à chaque fois les mêmes principes de jeu, les mêmes forces. J'avais dit, attention, quand Toulouse est bloc bas, attention, transition sur Abouklal, Gbo. Qu'est-ce qu'on a vu ? Bloc médian par séquence. Ils ont attendu un truc tout simple, c'est que l'OL fasse une erreur technique, ce qui souvent s'est produit, parce qu'on n'est pas non plus irréprochable sur le plan technique, et dans la foulée, transition verticale, rapidité, jeu direct sur Abouklal. Gbo, c'est un plan de jeu qui est basique, mais ça marche tout le temps. Donc voilà, pour moi c'est un match qui est logique, match nul, qui est plutôt bien payé pour l'OL, qui aurait pu faire pire. Voilà, on patine,
Et ça me conduit à mon deuxième thème de la vidéo, à savoir, est-ce que vraiment on a les clés? Est-ce qu'on a les clés pour faire mieux? Je m'interroge vraiment, plus le temps passe et plus j'ai du mal à y croire. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est un point de critique assez fort sur le contenu sous Pierre Sage, c'est une équipe qui, plus le temps passe, plus elle devient scolaire, et plus elle récite bêtement une partition qu'elle a apprise par cœur. Tu fais ça, toi t'es latéral gauche, tu vas venir jouer troisième central dans la défense à 3 avec ballon, toi tu es piston droit dans l'animation offensive, toi tu es relayeur mais tu vas être projeté pour faire un peu le voltigeur qui va gratter les ballons, les seconds ballons de la tête. Voilà, c'est vu, c'est mécaniquement vu, archi-vu, revu, c'est ultra lisible. Et il y a plus ce côté, vous savez, ce côté un petit peu imprévisible. Le foot est beau quand il est illisible. Et là, ça devient vraiment très très lisible, c'est vu, c'est vu. Et je me dis que pour Toulouse, et comme pour Bourgoin et ceux qu'on jouera le week-end prochain, c'est pas dur en fait. Quand tu vois l'OL jouer une fois, tu le vois jouer 10 fois, c'est tout le temps la même partition. Et on a plus grain de folie qu'a longtemps incarné Cherki, et toujours aussi, parce que c'est le joueur qui est différent, sur le plan foot, il est très très différent des autres. Mais pour moi, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Quand l'OL redevient une équipe scolaire, parce que Cherki est moins inspiré, joue moins simple, ce qui est le cas d'ailleurs en ce moment, je trouve qu'il est moins simple, moins collectif, eh bien l'OL patine. L'OL est scolaire, l'OL est prévisible, l'OL patine, l'OL est grippé, et on est en plein dedans. Est-ce que collectivement, on aura les clés pour se redresser ? Je ne sais pas, parce que là encore, on se heurte à des limites qui sont des limites propres au profil de l'équipe, au profil des joueurs de l'effectif. Et là, je recible un point qui est très important, c'est le mercato estival, qui aurait dû donner à Pierre Sage ce central, gaucher, relanceur, qui peut jouer en bloc haut et casser une ligne par la passe. On ne l'a pas. On ne l'a pas. C'est tout. On l'a pas, il faut être factuel. 32 millions sur un joueur qui est factuellement incapable de casser une ligne par la passe, qui factuellement, sous pression, est en PLS, systématiquement, qu'est-ce que tu veux faire ? Maintenant, on connaît Pierre Sage. Je veux dire, ça fait 1 an qu'il est là, 1 an quasiment et 3 mois. Il n'y a pas de surprise. Plan de jeu qui est simple, même si les principes disparaissent progressivement, mais le plan de jeu est simple. C'est un OL qui est protagoniste, qui veut jouer au foot, imposer un rapport de force, un schéma liquide. On connaît les principes. Un bloc plutôt haut pour aller dans le camp adverse, poser des soucis en 1 contre 1. Mais pour ce faire, pour appliquer ce plan de jeu-là, il te faut des joueurs disposés à le faire. Et dans le cœur du jeu, c'est encore pire, c'est encore pire. Voilà, Verretou, son match, il est neutre, comme pas permis. Tolisso est de moins en moins bien, je trouve aussi. Alors, et en plus, il y a un peu ce côté, là encore, le plan qu'on récite par cœur de façon scolaire. J'ai un peu le sentiment qu'à tous les matchs, on dit à Tolisso, écoute, t'es numéro 8, t'es relayeur, tu vas accompagner le numéro 9 devant. Et quasiment tout le long du match, on le voit, Tolisso, dire oh, je suis là, long ballon sur moi, remise de la tête pour quelqu'un. C'est systématique, c'est vu. Voilà, c'est prévisible. Et tout ça me fait croire qu'on a maintenant une équipe qui récite bêtement un plan de jeu qu'elle a appris par cœur. C'est un peu, pour filer la métaphore et l'image de comparaison, c'est un peu comme cet élève qu'on a en classe, qui est un élève ultra scolaire, qui apprend tout par cœur, qui fait du bachotage, qui lit 10, 15, 20 fois ses cours, et qui, au moment de l'examen, comme la consigne change un tout petit peu, il est perdu, il est paumé. Il recrache bêtement son cours, mais c'est hors sujet. Pour moi, c'est ça l'OL. C'est une équipe qui veut bien faire les choses, souvent, mais qui applique bêtement des recettes qu'elle ne comprend plus. Et je pense qu'on est dans un problème qui est là, en fait. C'est qu'on est... Plus le temps passe et plus le projet de jeu devient illisible, incompréhensible, et même pour l'adversaire facile à comprendre. Voilà, c'est tout. Et j'ai le sentiment aussi que dans cette OL-là, il y a une forme d'usure mentale. Les images ne trompent pas. Il y a beaucoup de fois en plein match où, quand un joueur sort, notamment c'est le cas de Benrahma aujourd'hui, il y a une image qui est saisissante, il sort après l'heure de jeu, et là on le voit à l'écran, il n'est pas content du tout, pas content. Alors j'imagine qu'il n'est pas content du match, et tant mieux, ça prouve qu'il n'est pas content de ce qu'on produit, c'est rassurant, mais surtout je pense qu'il n'est pas content du choix du coach, il s'estime un peu lésé sûrement, parce qu'il n'est pas le pire, c'est vrai, mais voilà, il y a une incompréhension, et ces images-là, elles se multiplient, il y a de moins en moins de sourires. Vous le remarquez aussi, j'imagine, les amis, mais il y a de moins en moins de sourires. Les joueurs sont de moins en moins épanouis, les têtes sont figées, les expressions sont de plus en plus négatives. On sent qu'il y a un climat qui est pesant, quoi, et pompon, c'est à la fin du match. À la fin du match, quand on revoit ces scènes
où les Bad Guns convoquent littéralement nos joueurs, on se dit non, quoi, merde, fait chier, quoi, c'est reparti pour un tour. Ça fait chier, c'est reparti pour un tour. Rendez-vous en hiver 2024, 23, pardon, 2023, ça passe tellement vite, en 2023, où on a vécu ça. On a vécu les mêmes scènes, on convoque les joueurs, on leur fait un discours, on leur fait un speech moralisateur, qu'est-ce qui se passe, on n'arrive pas à comprendre. Mouiller le maillot, comme ils l'ont dit à la fin du match en tribune, bref, c'est incessant, quoi, c'est une faille spatio-temporelle qui se répète, c'est une boucle incessante, j'en ai marre. Honnêtement, je suis usé, les gars, je suis usé parce que c'est tout le temps pareil. Et j'ai le sentiment que, en plus, il y a un contexte qui vient alourdir le truc, qui vient te faire comprendre qu'on est vraiment dans la mouise, et qu'on te met bien la tête dedans dans le caca, on te dit non, tu vas y rester. C'est fatigant, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est l'OL de maintenant, qui ne parvient pas à retrouver un standing qui, logiquement, devrait être le sien, parce que objectif top 4, c'est pas fini, évidemment que c'est pas fini. Mais je rappelle que maintenant, l'OL évolue avec un rythme de points d'environ 1,6 points par match. C'est pas suffisant. 1,6 points par match, c'est un rythme d'équipe de Conference League. Voilà. Et je pense qu'on est plus ou moins dans les grandes lignes du niveau de l'OL. Cette OL-là n'a pas un profil, en tout cas à l'instant T, d'équipe de niveau Ligue des Champions, mais d'équipe de niveau Conference League, voire Europa League, dans le meilleur des cas. Mais voilà, on est face, je pense, à notre réalité, nos limites, qui sont tactiques, physiques, techniques, mentales, et en termes de coaching aussi, parce que là encore, il y a les images, hein, toujours les symboles qui sont si importants dans le foot. Quand je vois le body language de Pierre Sage en seconde mi-temps, je me dis, mais est-ce qu'il a vraiment les clés, en fait ? En fait, en seconde mi-temps, on revient des vestiaires, et je le vois, bon, il est tranquille, et aux environs de l'heure de jeu, il sent que ça n'arrive pas, que le match ne change pas, on n'arrive pas à renverser la table, et là, toutes les 30 secondes, il est comme ça, sur sa montre. Ok, le temps passe. Et qu'est-ce qu'on fait en fait ? Et à aucun moment je le sens imprimé d'une conviction. Je trouve qu'il est passif, ultra passif. La dynamique négative du moment, elle demanderait une forme de communication agressive du coach. Vous voyez, un petit peu à la Tudor, à la Conceição, ces coachs qui vont te remuer un vestiaire. On a besoin de ça, là. Il faut un électrochoc, parce que sinon, si on ne fait rien, s'il n'y a pas un changement de communication, de management et dans les choix, on va s'enliser dans la crise, c'est sûr. Les gars, on connaît tous le foot. On voit des matchs par dizaines toutes les semaines. On connaît le foot, il n'y a pas de surprise. Le foot, c'est ça. Quand tu as une dynamique négative, l'un des seuls moyens de l'enrayer, c'est de trouver un mécanisme, un levier mental, technique, psychologique. Mais j'ai le sentiment qu'à l'instant T, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de levier qui peuvent faire changer la donne pour l'OL. Et moi, c'est un point qui m'inquiète vraiment. Et pour finir, troisième thème de la vidéo, les tops et les flops du match. Bon, il n'y a pas de surprise, mon top. J'aurais pu dire Matic, Koumbedi, les deux me vont. Je trouve que dans ce marasme, dans la morosité ambiante de l'OL, les deux ont été peut-être parmi les meilleurs. Alors Matic fait un match qui n'est pas parfait, loin de là. Hein. Attention, loin de là. C'est un top parmi dans une équipe qui est moyenne. Donc bon, faut relativiser aussi. Mais toutes ces passes qu'il sent bien, en fait, les quelques ballons bien sentis viennent quasiment tous de lui ce soir. Donc, pour moi, c'est l'un de mes tops du match. Koumbedi fait un match franchement honorable, lui qui joue très très peu. J'ai trouvé combatif, plutôt intéressant, vraiment intéressant. Donc voilà, pour moi, c'est les deux tops du match. Et pour les flops du match, bon voilà, il y en a plusieurs que je pourrais citer. Voilà, le choix est compliqué parce qu'il y a tellement de joueurs qui sont moyens, qui sont pas à un niveau digne de l'OL. Niakhaté, par exemple, alors il fait une bonne seconde mi-temps parce qu'il est jamais pris à défaut en transition attaque-défense, c'est vrai, mais bon, mais c'est pas suffisant. Voilà, clairement, ce n'est pas suffisant. On parle d'un gars qui a coûté à l'OL 32 millions d'euros. 32 millions d'euros. C'est fou. 32 patates pour un joueur qui n'est pas capable de trouver à la passe, en circuit court ou moyen, un joueur, de faire une vraie différence. Il ne peut pas le faire. Voilà, et en plus, il est même pas impérial en 1 contre 1. C'est même pas un joueur qui gagne tous ses duels défensifs. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Ce moment du match où il a failli faire un CSC digne de Marsal contre le PSG au Parc des Princes. Voilà, donc pour moi, c'est compliqué. C'est l'un de mes flops du match. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Je pourrais citer aussi, je pourrais vous dire Verretou, qui fait un match, encore une fois, d'une neutralité terrible. Terrible. Je ne pige pas, en fait. C'est un joueur qui ne prend aucun risque. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu risques à prendre des risques, en fait ? Joue au foot, voilà, joue libéré. Retire la chape de plomb sur toi, joue, voilà, prends des risques, le foot c'est une prise de risque, voilà, tente des trucs, Verretou. Voilà, donc bref, Niakhaté, Verretou, c'est mes deux flops du match, je dirais.
Et pour le reste, c'est moyen en tout point. Voilà. Voilà, en gros les Guns, ce que je voulais vous dire. L'OL ne progresse pas, n'avance pas, fait du surplace au classement. C'est dommage, parce qu'il y avait un coup à faire, tant pis pour nous. On verra si on fait mieux le week-end prochain en Ligue 1 pour le prochain match de l'OL. D'ici là les Guns, portez-vous bien. On se dit à très vite sur la chaîne pour du contenu, Mercato, DNCG, Textor, on verra bien. Allez l'OL, toujours coûte que coûte, quoi qu'il arrive, évidemment. Ciao, ciao.